Tu as décidé de faire appel à un japonais pour ton club. Oui. Donc Hiroyoshi, alors ça s'est fait quand? Tu peux nous raconter un petit peu Donc comment c'est arrivé? je crois que c'est un coup de chance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, j'ai correspondu avec Hiroyoshi sur son site professionnel, Sanshun Bonsai. Et un beau jour, dans un mail, il m'a dit à telle date, je serai à Paris, est-ce qu'on peut se voir? Je suis allé à Paris, on s'est vu, je l'ai amené à la maison. Il est resté quelques jours, on a travaillé des arbres ensemble. Et puis ensuite, je lui ai donné rendez-vous l'année suivante, il est venu, et puis là a commencé une grande amitié. Et puis la découverte de quelqu'un de très humble, mais surtout de quelqu'un chez qui le bonsaï est inné, quoi, hein. Je veux dire, et je me suis beaucoup attaché à l'observer, parce que c'est un peu le principe de la transmission du savoir au Japon, hein. Les gens parlent peu, c'est surtout l'observation. Hiroyoshi, il a des potiers favoris Non, on ne peut pas dire ça, non. Disons qu'il il est comme tous les professionnels du bonsaï, c'est-à-dire qu'il a accès à quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en France, c'est les ventes aux enchères. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué que par exemple chez lui, dans sa ville, la ville la plus proche, hein, tous les mois il y a une vente aux enchères de bonsaï. Ah, ouais. Et donc là, tous les professionnels du bonsaï s'y retrouvent et achètent ou vendent, et en même temps trouvent des pots à acheter, et souvent en lot et à des conditions très, très intéressantes, avec tout ce que ça représente de découverte et de coups de chance, quoi. Donc c'est comme ça qu'il a accès à beaucoup de choses. Par exemple là, mon arbre, un de mes arbres fétiches qui s'appelle Washi, le pot vient pourtant c'est un pot du Japon, mais qui maintenant devient un peu lourd. Donc Hiroyoshi est reparti en septembre avec la photo de l'arbre, avec les mesures de l'arbre, et on s'est mis d'accord sur un pot beaucoup plus élancé pour alléger l'arbre, et il se donne 1 an pour essayer de le trouver. Alors peut-être qu'il ne le trouvera pas, hein, mais on sait déjà, il a le dossier pour essayer de trouver dans une vente aux enchères, ou chez un copain, ou chez un collègue, le pot qui ira le mieux avec cet arbre. Alors ces ventes aux enchères, j'en ai entendu parler dans les années 90, parce que figure-toi que j'avais affaire à un professionnel sur Bordeaux qui est assez réputé, qui lui aussi a eu accès à ces ventes aux enchères, et c'est comme ça qu'il a monté sa collection. De fil en aiguille, on en a reparlé avec Michel Sacal, j'en ai parlé aussi avec Alexandre Escudero il n'y a pas si longtemps. Le monde du bonsaï japonais commence à nous ouvrir doucement ses portes, parce que ces ventes aux enchères, elles étaient très très peu connues. Et il y a beaucoup de collections, notamment chinoises, qui se sont vendues aux enchères au Japon. Si en France on peut assimiler ces ventes aux enchères par exemple à les ventes qu'il y a chez les antiquaires. Voilà, c'est ça. Les ventes aux enchères, les antiquaires, on a l'habitude, les professionnels antiquaires, eh bien, ils achètent aux enchères leurs matériaux, meubles, tableaux, etc. Et après ils revendent aux particuliers. Voilà. Et bien, chez les Japonais, c'est le même système, on va dire. Mais ce système, il est basé sur le végétal, sur le bonsaï, les poteries, les tablettes également. Donc tout le monde du bonsaï. D'ailleurs, on voit quand on se plonge dans les livres, les premiers livres qui sont arrivés en Europe, souvent en anglais, sur Kimura, lorsqu'il fait l'historique des arbres qu'il travaille, il explique souvent que ce sont des arbres qu'il a achetés 3 francs 6 sous dans des ventes aux enchères, parce qu'ils étaient mal nourris, abandonnés, plus travaillés, et il en a refait des sculptures vivantes, quoi. Donc c'est le monde des enchères, des maisons de vente. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de professionnels qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas de repreneur, en fait. Et puis, alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... Alors, on commence à connaître ça en France, ça c'est très intéressant. C'est qu'il y a beaucoup aussi de gens qui décèdent ou qui divorcent, ou qui pour une raison ou une autre sont pris à la gorge, et des héritiers par exemple qui se retrouvent avec 150 bonsaïs comme ça du jour au lendemain parce que le monsieur qui les avait décédés, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça dans une vente aux enchères et après ça y est, c'est reparti, quoi. Oui, on a connu ça tous les deux, parce que toi avec Gérard Demoutier, c'est ça? Oui. Et moi avec Michel Sacal, notamment sur sa collection qui pareil a été redonnée au club. Voilà, et en plus c'est très intéressant parce que on commence à avoir le fruit
d'une succession de générations en France. On n'avait pas jusqu'à il y a 10 ans, on n'avait pas ça. On était tous, comment dire, primo-accédants. Maintenant, quand on a des arbres, même des arbres pas très bons, mais qui ont déjà fait une maison ou 2 maisons avant, c'est pas les mêmes arbres. Même mal travaillés, c'est pas les mêmes arbres. Et déjà, on a un matériau beaucoup plus riche. Tu es donc pour la transmission de cette connaissance et en même temps de ce patrimoine. Ah oui, tout à fait. Il ne peut évoluer que comme ça. Il faut des changements de main. Ouais. Chacun enrichit l'arbre à sa façon. Et souvent, le fait d'accueillir un arbre qui vient de chez quelqu'un qui s'en est occupé pendant 10 ou 15 ans avant, on apporte une vision différente, on apporte des soins différents, une esthétique différente. Et je crois que c'est tout à l'avantage du bonsaï en général. Ouais. Et je crois qu'il faut sortir du cliché. C'est mon arbre, je l'ai pris à 0, je vais le mener jusqu'au bout, et non de valeur que les arbres qui ne sont passés qu'en une seule main, ça c'est complètement contre-productif. Et la valeur mercantile, parce qu'on parle souvent du marché du bonsaï aussi, certaines pièces ont une valeur, bien sûr, toute pièce a une valeur. Surtout quand elle a été exposée, quand elle a eu un prix ou plusieurs prix. Voilà. Et donc tout ça, c'est en jeu, mais quelque part derrière, il y a la survie de l'arbre. Oui. Il ne faut pas oublier que c'est du végétal et que ça peut mourir aussi. Donc, bien sûr. Donc des fois, il vaut mieux peut-être transmettre l'arbre à un prix moindre, mais au moins être sûr que l'arbre est Alors moi, en tant que président de club, comme tous les présidents de club, je pense, j'ai été contacté par des personnes âgées qui étaient en fin de collection. Et puis, mais j'en ai vu d'autres vouloir les garder jusqu'au bout alors qu'ils n'avaient plus la possibilité physique, les capacités physiques de s'en occuper. Et on voit des très beaux arbres mourir avec leur propriétaire, ce qui est quand même dommage. C'est pas le but du jeu. Le bonsaï, c'est une transmission du savoir, une transmission de sensibilité, mais c'est aussi une transmission de la plante. Je crois que c'est très important. Moi, personnellement, Michel Sacal me l'avait enseigné, ça. Il m'en avait parlé. Et quand c'est arrivé, quelque part, ça nous est tombé dessus. Et derrière, on a vu, c'était une des premières fois, moi personnellement, que je vivais ça, c'est-à-dire qu'on vivait ça dans le monde du bonsaï, une transmission de collection. Et c'était compliqué à gérer. Bien sûr. Alors en plus, ça a d'autant plus de valeur que, alors ça c'est ma position, je ne suis pas sûr qu'elle soit partagée par tout le monde, que pour moi le bonsaï c'est le faire plus que l'avoir. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas comme une toile de maître ou une sculpture que l'on veut pour l'avoir, pour qu'elle entre dans un patrimoine et en être le possesseur. Je pense qu'un bonsaï, et l'intérêt du bonsaï, c'est dans ce qu'on fait avec, c'est dans les transformations qu'on effectue, c'est dans la vie de tous les jours. Et à partir du moment où on est dans le faire, il y a au bout d'un certain nombre d'années, des bonsaïs sur lesquels on ne sait plus trop quoi faire et qu'il faut mieux céder. Parce même donner, parce qu'un autre aura une autre vision. Et ça, je crois que c'est important. On part du principe que la collection, quelque part, ne nous appartient jamais. Voilà, et ça doit être vivant. Ça doit être vivant et ça doit être transmissible. Bien sûr. Pour les générations futures, on va dire. Voilà. Une super vision que nous donne Philippe ici de sa collection aussi, c'est-à-dire que il y a des arbres ici qui ont appartenu à des gens du bonsaï français qui sont connus, qui sont connus et reconnus dans l'histoire du bonsaï français et qui aujourd'hui on voit l'évolution des arbres. Tu as donné ta patte, tu as donné toi ton esthétique, ta vision. Et tu as transformé ces arbres. Voilà. Et tu as continué. Voilà. Et je pense que, alors, venant du milieu du livre ancien, quand on vend des livres anciens, entre un livre qui n'a pas de provenance et celui qui a appartenu à quelqu'un de connu, il y a un monde. Et celui qui a appartenu à quelqu'un de connu, forcément, il a une valeur décuplée. Il y a une valeur. Donc, je pense que les arbres, c'est très beau, je trouve, de dire, ça, il a appartenu à telle personne a mis, comme disent les Japonais, a mis ses mains dessus, et je continue. Et après moi, d'autres mettront leurs mains dessus. Oui, c'est important. Au final, c'est l'image de marque, mais c'est aussi la filiation de l'arbre qui est importante pour le présenter, même des fois en concours. On peut dire, c'est l'arbre d'un tel que j'ai repris, ça fait 10 ans que je l'ai, je le montre maintenant. Et c'est une filiation. C'est important, la filiation de l'arbre. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. On aura l'occasion de se revoir, Philippe. À très bientôt. Avec plaisir.